C'était un dimanche matin, alors qu'une envie inexplicable de me rendre au centre commercial me prenait, juste pour tuer le temps. J'avais conscience que fréquenter l'église aurait été un choix plus vertueux, mais, en toute honnêteté, le centre commercial exerçait un attrait bien plus fort. Je n'avais besoin d'aucun article en particulier, mais compte tenu de mon aversion pour le golf, cela me semblait une alternative plus acceptable. Peut-être, avec un coup de chance, pourrais-je même tomber sur des greens de golf en solde avant la fin de l'année. 2 ans auparavant, j'en avais acquis 4 paquets pour seulement un quart de leur prix habituel. John, quelle agréable surprise de vous voir ici. Barry Bartle était un ami de la famille. Pas un confident intime, mais suffisamment fréquenté pour une tasse de café et une conversation amicale. Bien que près d'une année se soit écoulée depuis notre dernière rencontre, c'était une curieuse coïncidence que la femme de Barry, Greta, et ma propre femme, Sheila, soient censées partir le lendemain matin pour une croisière d'1 semaine dans les Caraïbes. Barry n'ayant pas pu obtenir de congé de son travail pour les accompagner, Sheila avait décrété que je devais rester à la maison avec nos enfants, leur permettant, à elle et à Greta, de savourer ensemble leur séjour nautique. Elle avait insisté sur le fait que ma présence ferait de moi un tiers superflu. De plus, elle pourrait économiser en partageant une seule cabine. J'étais mécontent de cet arrangement, mais j'ai choisi d'éviter la confrontation. Je suis certain que vous pouvez tous anticiper la trajectoire de ce récit. Après un bref échange de salutations cordiales, nous nous sommes dirigés vers le matériel de golf. John, j'ai été vraiment désolé d'apprendre que vous n'aviez pas pu obtenir de congé pour la croisière. Je l'attendais avec impatience. Barry rétorqua, c'est quoi ce délire? Il était le seul, soi-disant, à ne pas pouvoir obtenir de congé. Que insinuait-il? Bon sang, Barry, j'avais déjà demandé 1 semaine de vacances. J'ai l'intention de repeindre la cuisine pendant que les dames sont parties. Sheila m'a dit que vous n'aviez pas pu prendre de congé. John, je suis employé par mon père. Je possède l'autonomie de partir quand je le désire. En fait, j'avais déjà fait mes valises lorsque Greta a révélé que vous ne pouviez pas venir. Barry et moi restâmes silencieux, nos regards croisés. La tranquillité fut brisée par un vieil homme pilotant un de ces chariots de golf électriques. Vous comptez traîner ici toute la journée, vous deux, beugla-t-il. Je repositionnai mon chariot et tournai mon attention vers Barry. Ça te dirait un café? Certainement, répondit-il. Nous passâmes ensuite les 2 heures suivantes chez Miquedes. Il ne fallut pas longtemps pour déduire que nos femmes avaient conspiré pour embarquer dans une croisière de 7 jours dans les Caraïbes sans notre participation. La question primordiale était, qu'est-ce qui les avait motivées à faire cela? Nous essayâmes tous les deux d'éviter la conclusion évidente, mais finalement, nous ne pouvions plus l'ignorer. C'était comme l'éléphant proverbial qui occupait la pièce. Finalement, je brisai le silence malaisé. Alors, Barry, sont-elles accompagnées de 2 compagnons masculins? Ou envisagent-elles de nouer des relations avec 2 inconnus? Il semblait peu enclin à répondre. Je soupçonne qu'il était réfractaire à l'idée même d'envisager les réponses potentielles. Jonathan, voulez-vous une viennoise? Il n'évitait pas explicitement la question, mais je sentais qu'il s'efforçait de la reporter. J'acquiesçai et levai mon gobelet à café vide. 5 minutes plus tard, nous nous sommes chacun vus offrir une viennoise chaude et une boisson fumante. John, je n'arrive pas à imaginer Greta se lançant dans une aventure avec un inconnu. Par conséquent, je suppose que toute cette affaire a été méticuleusement orchestrée à l'avance. Malheureusement, je suis d'accord. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elles entreprendraient un voyage de cette nature. N'aurait-il pas été plus simple de trouver quelqu'un plus près de chez elles? En effet, peut-être que c'est précisément ce qui se passe. Pour être franc, je ne surveille pas méticuleusement les activités ou les allées et venues de Greta. J'ai invariablement placé ma confiance en elle. Je n'ai même jamais envisagé qu'elle puisse être impliquée avec un autre individu. Qu'est-ce qui pousserait 2 mères d'enfants scolarisées à envisager même l'infidélité? Nous essayâmes tous les 2 de terminer notre café, mais sa température brûlante nous contraignit à y renoncer. Nous déposâmes nos gobelets et regardâmes par la fenêtre. John, déclara finalement Barry, c'est probablement un couple de collègues du travail. Sheila et Greta étaient toutes 2 employées par International Accident Insurance, et l'hypothèse de Barry avait une certaine plausibilité. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour l'empêcher? Barry, si elles connaissent suffisamment bien ces hommes pour embarquer dans une croisière avec eux, alors il est probablement déjà trop tard. Que voulez-vous dire?
Suggérez-vous qu'elles nous ont déjà trahis? Je suis réticent à l'admettre, mais c'est ce que je commence à soupçonner. Barry se leva et se dirigea vers le comptoir. Une minute s'écoula avant son retour. Mince. Ils ont facturé 27 cents pour une portion de glace. Pourquoi diable quiconque fréquenterait-il cet endroit? Nous avons déposé chacun un glaçon dans notre café fumant et sommes restés silencieux pendant un bref instant. John finit par déclarer Barry d'un ton grave, « Maintenant que j'y réfléchis, Greta a fait un nombre considérable d'heures supplémentaires ces derniers temps. Soir et week-end. Je ne l'avais jamais vraiment envisagé avant, mais bien que cela me coûte de l'admettre, je commence à partager ton avis. Je ne chercherai pas à dissuader Sheila de son voyage, déclarai-je. Cependant, je ne vais pas rester les bras croisés sans rien faire. J'ai terminé mon sandwich et jeté les restes de mon café dans la poubelle. Barry, retrouvons-nous ici demain immédiatement après le départ des dames pour l'aéroport. Nous avons une stratégie à élaborer. Évite de révéler à Greta quoi que ce soit qui pourrait indiquer que tu es au courant de ses activités. Barry a offert un geste d'acquiescement alors que je partais. Il semblait qu'il avait l'intention de rester et de finir son café. Il ne dégageait pas une impression de contentement. À mon retour à la maison, tout s'est déroulé comme d'habitude. Nos deux fils, Todd, 9 ans, et Jason, 10 ans, étaient assis immobiles devant la console de jeu. J'avais la conviction qu'ils devraient être dehors, mais j'avais renoncé à cette bataille il y a des années. Sheila s'est comportée comme toujours. Je me suis allongé et j'ai parcouru le journal pendant qu'elle préparait un repas léger. Je m'attendais à ce qu'elle jacasse abondamment au sujet de son excursion imminente, mais elle semblait éviter consciencieusement le sujet. Cela, en soi, était intriguant. Ce jour-là, j'ai finalement réussi à attirer les garçons dehors pour jouer au football. Sheila était occupée à l'intérieur, à faire ses valises. Elle insistait pour être parfaitement préparée, ce qui lui permettrait de partir sans complication le matin. Je me suis surpris à sourire sournoisement à plusieurs reprises en regardant vers la maison. Comment ai-je pu passer à côté? Quel imbécile j'ai été. Pourquoi ne l'ai-je pas compris plus tôt? Todd, Jason, ai-je appelé. La semaine prochaine, je serai occupé à peindre la maison pendant que votre mère sera absente. Quand penseriez-vous de passer la semaine avec grand-maman et grand-papa Connor? Ma question est restée sans réponse. Ils se sont tous les deux dirigés directement vers la maison, et en 10 minutes, ils faisaient déjà leur bagage. Mes parents avaient une ferme à environ 30 km de la ville, et ils avaient des chevaux. Cela s'est avéré être une proposition simple. Sheila a légèrement grommelé, mais elle n'a pas semblé vouloir en faire une grosse affaire. Au moment où je suis rentré à la maison, ma femme avait déjà préparé le dîner. Une fois que Sheila a terminé ses préparatifs, elle a pris une douche. Prévisiblement, cela m'a offert l'occasion idéale d'examiner subrepticement ses bagages. Mes soupçons ont été confirmés. 3 éléments ont immédiatement attiré mon attention. Premièrement, la prépondérance de sa lingerie et de ses vêtements de nuit était beaucoup trop révélateur pour un voyage entrepris en compagnie de Greta. Deuxièmement, un bikini rouge immaculé méticuleusement caché au fond de sa valise. Et troisièmement, le plus accablant de tous, 2 boîtes de préservatifs, contenant chacune 10 unités, cachées dans l'étui du sèche-cheveux, accompagnées d'un tube de gel lubrifiant. Pourquoi ma femme aurait-elle besoin de protection en croisière? Je me suis maudit d'être suffisamment obtus pour même poser la question. Sheila désirait passer une nuit de sommeil réparateur avant le voyage, tandis que j'ai choisi de regarder un marathon de films de Steven Seagal. Il n'y a pas eu d'intimité ce soir-là. Je n'avais pas de couverture internationale sur mon téléphone portable. Sheila, en revanche, possédait un téléphone professionnel équipé d'un service mondial. Je n'ai pas pu la contacter, mais elle s'est engagée à téléphoner à la maison quotidiennement en cas d'urgence. Je l'ai exhortée à ne pas s'inquiéter. Si je ne répondais pas, je serais peut-être chez mes parents avec les garçons, ou occupé à peindre. Ma réponse a semblé apaiser ses angoisses. Greta était déjà présente au terminal lorsque j'ai déposé Sheila. Elle a offert un sourire et un signe de la main lorsque Sheila s'est approchée d'elle. J'avais hâte de voir Barry. Barry attendait que je finisse de me garer, puis nous a présenté à chacun une tasse de café, ainsi que des glaçons, au sujet desquels il a encore une fois ronchonné. John, a-t-il commencé, dis-moi que tu as des nouvelles encourageantes. J'ai simplement secoué la tête. Greta a emballé 2 nouvelles robes et de la lingerie que la plupart des femmes seraient trop gênées de porter. Malheureusement,
Je suis porteur des mêmes mauvaises nouvelles, ai-je répondu. Un nouveau bikini et une pléthore de préservatifs. Oh, bon sang. Je n'ai même pas songé à chercher quoi que ce soit de cette nature. Je n'ai jamais vraiment examiné ces bagages. Je ne sais pas si je dois me sentir soulagé de n'avoir rien découvert ou regretter de ne pas avoir fouillé plus diligemment. Pendant les 20 minutes suivantes, Barry et moi avons déploré notre situation. Une fois le café terminé, il était temps de commencer nos efforts. Notre première destination était International Accident Insurance. Nous avons contourné la réceptionniste dans le hall, en affirmant que nous avions rendez-vous avec Kermit Templeton, le responsable des ressources humaines. Barry et moi connaissions Kermit depuis nos études secondaires. Nous n'étions pas des confidents intimes, mais nous avions invariablement entretenu des relations amicales. Ah, zut. C'est ce que je craignais. Kermit ne semblait pas excessivement enthousiaste de nous voir. Fermez la porte, s'il vous plaît. Barry et moi nous sommes assis, nous efforçant de trouver un peu de confort sur les deux chaises, manifestement conçues pour toute autre chose. Vous êtes au courant de la raison de notre présence, n'est-ce pas, Kermit? J'en ai une idée assez précise. Barry et moi avons souri. Kermit n'a pas répondu à notre sourire. Nous espérions que vous pourriez nous informer du nombre de personnes de votre entreprise qui sont en vacances cette semaine. Est-ce une question? A-t-il demandé d'un ton sec. Nos sourires se sont transformés en froncements de sourcils, et Kermit a rapidement ajusté son ton. Il a tapé quelques touches sur son ordinateur et a soupiré. En comptant Sheila et Greta, 14 personnes profitent de leurs vacances cette semaine. Pourriez-vous nous fournir une liste imprimée, ai-je demandé. Non, a-t-il répondu. Cependant, je crois que je peux vous fournir ce que vous cherchez vraiment. Kermit a tapé quelques touches supplémentaires, et l'imprimante à côté de son bureau s'est mise à bourdonner. Quelques instants plus tard, il a fait glisser 2 feuilles de papier vers nous et a attendu notre réaction. Il s'agissait de profils de personnel, l'un pour Clayton Mankey, l'autre pour Calvin Bostic. Barry et moi les avons parcourus rapidement, puis nous avons reporté notre attention sur Kermit. Ces 2 messieurs, a déclaré Kermit, sont passagers sur le même bateau de croisière que Greta et Sheila. Il n'est pas nécessaire de vous présenter le reste de la liste. Est-ce l'information que vous cherchiez? Simple curiosité, a demandé Barry, savez-vous qui est en couple avec qui? Kermit a fouillé dans son bureau, a sorti 2 photographies, et en a placé une devant Barry et l'autre devant moi. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de cette situation? Kermit a semblé quelque peu réticent à répondre, mais il a finalement cédé. Messieurs, tout le monde est au courant. J'avais l'impression que l'entreprise avait une politique contre de tels comportements. En effet, nous en avons une, a-t-il déclaré. Cependant, elle n'est appliquée que lorsqu'une plainte formelle est déposée. Et quelles sont les répercussions dans de tels cas? Généralement, juste un blâme. Et quel recours avons-nous si nous désirons quelque chose de plus substantiel que cela? Vous n'avez pas l'intention de me rendre la vie trop difficile, n'est-ce pas? Barry et moi avons échangé un regard significatif. Nulle autre articulation n'était nécessaire. Nous comprenions tous les deux parfaitement la position de Kermit. Si ces 4 personnes sont toujours employées ici la semaine prochaine, nous engagerons une procédure judiciaire. Nous n'avons pas encore déterminé le montant exact ni les détails spécifiques, mais c'est une voie d'action inévitable. Notre conseiller juridique vous contactera, vous ou votre service juridique, selon ce que vous préférez. Y a-t-il des questions? Je regrette sincèrement que cela se soit produit, a exprimé Kermit. Nous nous sommes abstenus d'intervenir parce que leur relation semblait consensuelle. Il n'y a pas eu de coercition. Certes, nous manquons d'une connaissance exhaustive de l'étendue de leur implication, mais nous sommes conscients de son existence. Notre inaction découlait de l'absence de plainte formelle jusqu'à présent. Est-ce exact? Kermit, considérez ceci comme notre plainte officielle. Mettez fin à l'emploi de ces 4 personnes, et nous abandonnerons l'affaire. Si vous refusez, attendez-vous à un procès, et un procès avec une visibilité publique considérable. Barry et moi nous sommes levés. En fait, avant notre départ, nous avons serré la main de Kermit en quittant les lieux. Barry s'est tourné vers moi. Alors, quelles sont nos prochaines étapes? Je propose une visite à un professionnel du droit, suivie d'un déjeuner, et ensuite, une consultation avec notre agent de voyage local. Nous avons garé nos véhicules respectifs et avons commencé à marcher vers le cabinet de l'avocat lorsque Barry s'est brusquement arrêté. Je l'ai regardé en haussant les épaules.
Qu'est-ce qu'il y a, John, a-t-il demandé. Qu'est-ce qu'on a l'intention de demander précisément à l'avocat? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, a expliqué Barry, je m'attends à ce qu'au moment où nous franchirons cette porte, cela entraîne un fardeau financier considérable, et le seul résultat sera des portefeuilles plus légers. Nous obtiendrons le divorce. Nous nous libérerons de ces adultères perfides. Pense à ça. Nous serons obligés de verser une pension alimentaire aux deux. Nous serons obligés de continuer à effectuer les paiements hypothécaires. Nous serons forcés de renoncer à la garde de nos enfants tout en versant une pension alimentaire. Nous serons submergés par les dettes impayées, et le tribunal veillera probablement à ce que nos femmes conservent la possession de nos cartes de crédit et de nos appareils cellulaires. Au moment où la procédure prendra fin, nous contribuerons probablement encore aux études supérieures de nos enfants. Par conséquent, quel avantage en retirons-nous? Pour autant que je puisse en juger, aucun. Pourquoi une personne rationnelle envisagerait-elle même le divorce? La seule justification que je puisse concevoir, articula Barry, c'est pour maintenir le contact avec ses enfants. C'est un compromis. Mince, Barry, j'adore mes enfants. Je n'ai aucune envie de les abandonner. Je comprends parfaitement vos sentiments, dit Barry doucement. Je serais anéanti si je ne pouvais plus revoir mes filles. Cependant, je ne suis pas disposé à me ruiner simplement parce que ma femme a commis une infidélité. Compte tenu de leurs actions, la seule résolution équitable serait de nous accorder la garde des enfants et de les contraindre à verser une pension alimentaire. C'est un scénario improbable, n'est-ce pas? J'ai l'impression que nous avons été lésés. Nous restâmes tous les deux dans un silence contemplatif, au milieu du parking. John, murmura Barry. Qui est responsable de la promulgation de ces lois absurdes? C'est profondément injuste. Nous nous sommes retournés et avons commencé à marcher vers nos voitures. Barry, dis-je, je reconnais que Sheila est une mère compétente. Si je devais élever les enfants à plein temps, je ne pourrais pas exercer mes fonctions professionnelles avec le même niveau d'efficacité qu'elle. Oui, je suis au courant. Il en va de même pour Greta. C'est une mère dévouée, et les filles l'adorent. Je suis réticent à l'admettre, mais elle serait une meilleure mère que moi, même compte tenu de son infidélité. Nous nous sommes tenus appuyés contre le capot de ma voiture, silencieux. Je donnais des coups de pied dans le gravier sous mes pieds pendant que Barry ajustait la fermeture éclair de sa veste. John, dit-il enfin. Que dirais-tu d'un plateau de ribs? Nous avons goûté tout le menu et consommé 3 chopes de bière chacun, juste pour passer le temps. Nous sommes ensuite passés au café et avons partagé 2 puddings à la banane. Une fois que nous avions suffisamment dégrisé pour conduire un véhicule, nous nous sommes rendus à l'agence de voyage Good Times. Nancy Raybourn était une amie de longue date de la famille, bientôt une ancienne. Tous ceux qui faisaient partie de notre cercle social et de notre famille élargie faisaient appel à Nancy pour organiser leurs vacances. La loyauté avait été le seul facteur soutenant son entreprise au cours des dernières années. Internet avait pratiquement éradiqué tous ses concurrents. En entrant dans les locaux, nous pouvions discerner son murmure silencieux de l'autre côté de la pièce. Oh, non, elle n'avait même pas besoin de le verbaliser. Barry et moi nous sommes assis et avons souri, en contemplant l'instrument de notre ruine financière potentielle. Les 2 autres agents situés près de Nancy se sont levés, ont présenté des excuses superficielles et sont partis déjeuner. L'un d'eux avait un sac en papier brun sur son bureau, une indication claire que tout le monde dans le bureau était au courant de la situation et ne souhaitait pas y être impliqué. Nous avons attendu en silence. Nancy sourit nerveusement et tenta de s'installer confortablement sur sa chaise, sans grand succès. Finalement, elle ne put plus réprimer sa curiosité. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, messieurs ?» Barry et moi avons échangé un regard et avons ri suffisamment fort pour qu'elle le remarque, puis je me suis penché en avant et j'ai dit doucement, « Vous avez 5 minutes pour tout divulguer, sinon nous allons provoquer un tel scandale que les autorités traiteront votre bureau comme une scène de crime. Allez, vous deux, accordez-moi un sursis. Je ne vais pas révéler plus d'informations que ce que vos femmes ont déjà divulgué. Vous n'envisagez aucune action irréfléchie, n'est-ce pas? » Barry se leva et commença à marcher vers la porte du bureau. Il y a 2 autres agents et un couple qui prévoient un voyage dans la pièce. Écoutez, tout le monde, je vous conseille de quitter les lieux pendant quelques minutes. Nous allons réorganiser les meubles. John. Barry, attendez. Très bien, très bien. Que diable voulez-vous? Ne me causez pas de problème, ni au bureau. Je n'ai pas besoin de ce genre de publicité.
Good Times Travel Agency fonctionnait sous forme de franchise. Au cours de l'année précédente, Nancy avait rencontré des complications pour avoir organisé plusieurs voyages pour des clients mineurs et quelques autres en Thaïlande pour des pervers locaux. Elle ne pouvait pas se permettre d'autres révélations scandaleuses. Barry fit signe à tout le monde de se détendre et reprit sa place. Nancy, qui d'autre embarque pour la croisière avec Sheila et Greta? John, il y a plus de 1000 passagers sur ce navire. Tu sais parfaitement de quoi je parle. Nancy, quels autres employés d'International Accident Insurance sont sur cette croisière? Je ne suis pas en mesure de divulguer ces informations. Nancy, quel est le numéro de cabine attribué à Sheila et Greta? Elles ont réservé la cabine 113 sur le Sunset Deck. Ce n'est pas l'information que j'ai demandée, n'est-ce pas? Mince, John, qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Qu'est-ce que tu me veux? Quel numéro de cabine Calvin Bostic et Clayton Mank ont-ils réservé? Il y avait une hésitation perceptible de sa part, en corrélation avec l'expression inquiète de son visage. Elle sembla bafouiller légèrement jusqu'à ce que je frappe du poing avec force sur le bureau. Nancy recula de surprise, tout comme les deux autres agentes de voyage assises à proximité. Les deux visiteurs se levèrent discrètement et sans alerte. Putain, Nancy, quelle cabine occupent ces deux hommes? Réponds-moi immédiatement et cesse de jouer. Je jure que je vais démanteler cet établissement si nécessaire. Bostic et Mank sont sur le pont Sunset, cabine 115, répondit-elle d'un ton presque inaudible. Barry se pencha au-dessus du bureau et regarda Nancy droit dans les yeux. Nancy, est-ce que Calvin partage une cabine avec ma femme, Greta? Elle trembla et tenta de faire glisser sa chaise plus loin du bureau. Réponds-moi, bon sang. Greta et Calvin sont-ils dans la même cabine cette fois? Il frappa du poing sur le bureau. Oui, oui. Ils sont tous les deux dans la cabine 113, et Sheila et Clayton sont dans la 115. Je n'ai pas orchestré ça, ce sont eux qui l'ont fait. J'ai simplement... Simplement quoi, demandai-je. Ce n'est pas ma faute si Nancy s'est interrompue au milieu de sa phrase. Elle réalisa qu'elle en avait déjà trop dit. Fournissez-nous une copie de l'itinéraire et tout autre document relatif à la croisière. Nancy tapa avec rapidité, récupéra 2 dossiers dans le classeur derrière elle et les fit glisser sur le bureau vers nous. Il me sembla qu'elle était sur le point de pleurer, mais je ne pouvais pas en être certain. Alors que nous nous apprêtions à partir, je me tournai vers elle. Ne contactez personne sur ce navire ou ailleurs pour les informer que nous étions ici ou que cette conversation a eu lieu. Si vous le faites, je peux vous assurer que vous serez au chômage à la fin du mois. Nous sortîmes du bâtiment, et Barry se tourna vers moi. Comment diable allons-nous réussir ça? Je n'en ai aucune idée. Cela semblait simplement être un plan judicieux sur le moment. Barry résolut de confier ses 2 filles, Grace et Marie, à sa sœur Beth. Elle avait également 2 filles adolescentes. Il avait l'intention de les déposer une fois que tout le monde serait installé. Nous avons consacré la soirée à parcourir toutes les brochures et les horaires par la suite. Élaborer une stratégie s'avéra être une tâche simple. Nous convînmes que nos mariages avaient atteint leur terme, et aucun de nous n'envisagea même la possibilité de tenter de sauver ce que nous avions. La principale préoccupation concernait les enfants. Nous les chérissions tous les deux, et nous étions tous les deux inquiets de l'impact que la séparation aurait sur eux, en particulier en ce qui concerne la façon dont nous allions la gérer. Nous décidâmes qu'aucun de nous ne lancerait de procédure de divorce. Chacun de nous, à sa manière, déterminerait comment subvenir aux besoins des enfants. J'espérais qu'une fois que tout se serait stabilisé, je pourrais négocier un arrangement de garde mutuellement acceptable avec Sheila. Naturellement, je veillerais à ce que les enfants ne manquent ni de nourriture ni de ressources financières. Cependant, je ne voulais pas apporter de soutien financier à Sheila. Tout cela nécessitait une planification méticuleuse et des efforts assidus. Si les circonstances s'y prêtaient, j'avais également l'intention de couvrir leurs frais de scolarité au niveau universitaire. Ce soir, nous devions décider comment aborder les préoccupations les plus urgentes et immédiates. Le navire de croisière offrait un accès Internet sans fil gratuit. Barry avait l'intention d'apporter son ordinateur portable et de le précharger avec les adresses, les numéros de téléphone et les contacts de courrier électronique de tous nos amis, des membres de notre famille et de nos collègues professionnels. Les téléphones cellulaires posaient un défi persistant, mais nous ne voulions pas nous enliser dans ce détail particulier. Le navire devait accoster à Montego Bay le mercredi matin. Nous avons trouvé une excursion bon marché qui nous y transporterait à 7 heures du matin le même jour.
Obtenir un passage pour une partie de l'itinéraire s'avéra beaucoup moins compliqué que nous ne l'avions prévu. Il fallut moins d'une heure pour planifier le voyage en Jamaïque et réserver le billet de retour. Sheila téléphona et laissa un message indiquant qu'ils s'étaient installés dans leur cabine sans incident et qu'ils avaient mis les voiles. Elle demanda que j'informe Barry au sujet de Greta. La soirée ne faisait que commencer, et nous avions presque terminé tous nos préparatifs. Nous avions l'intention de consacrer la majeure partie du lendemain à régler nos affaires financières et personnelles. Compte bancaire, carte de crédit et biens personnels. J'avais l'intention de transporter tous mes biens à la résidence de mes parents pour les mettre en sécurité. La sœur de Barry serait chargée de s'occuper de ses effets personnels. Un collègue de travail bienveillant nous offrit gracieusement le stationnement sur sa propriété et le transport jusqu'à l'aéroport. Je détestais partir à minuit, mais c'était inévitable. Le trajet en taxi de l'aéroport au terminal de croisière ne dura que quelques minutes. Derrière un stand de marchands, nous observâmes l'arrivée du Diamond Sunset. Nous n'avions que 2 bagages cabine et l'ordinateur portable de Barry. N'ayant pas prévu de tenue de soirée, nous n'avions emporté qu'un minimum de vêtements. 10 minutes s'écoulèrent avant que les passagers ne commencent à débarquer. Certains se dirigèrent directement vers la ville, tandis que la majorité se dirigea vers les autocars touristiques rangés en rangées ordonnées. L'ensemble du processus était méticuleusement orchestré, comme s'il avait été exécuté une centaine de fois. Sheila et Greta descendirent la passerelle avec des sourires radieux. 2 hommes les suivaient, semblant tout aussi ravis. En les voyant se tenir la main, nous pûmes distinguer Clayton de Calvin. C'étaient des hommes séduisants, probablement de quelques années plus jeunes que Barry et moi, mais sans afficher une attitude machiste. Assis sur nos modestes chaises en plastique, nous observâmes jusqu'à ce qu'ils montent tous dans le bus à destination des chutes de Dunness River. Barry fit un geste en direction du vendeur de billets. Il échangea quelques mots avec le chauffeur, puis s'approcha de nous pour discuter. Les Jamaïcains ont un faible pour la négociation. Il fallut 5 minutes pour le persuader de nous aider. 5 minutes et 2 cents, pour être précis. Il ne fut pas difficile de présenter Sheila et Greta à notre nouvelle amie. De plus, il fut extrêmement heureux de prendre de nombreuses photos des 2 couples aux chutes. Lorsque nous exprimâmes le souhait que les images soient aussi éclatantes que possible, il sourit et leva le pouce. Le bus devait revenir à 15 heures. Nous promîmes d'attendre leur retour avec le paiement. Il sourit une fois de plus, vanta soigneusement son appareil photo, puis nous fit un clin d'œil. Nous supposâmes qu'il désirait 200 $ plus que l'appareil photo à 40 $. Après le départ des bus, nous montâmes à bord et nous enregistrâmes dans une cabine, pour 100 $ supplémentaires. Le porteur serviable nous enregistra sous les noms de Bob Jones et James Moore. Si tout se passait bien, nous resterions incognito pendant toute la durée de la croisière. Nous achetâmes des sandwichs et consacrâmes le reste de la journée à nous familiariser avec la disposition du navire. En quelques heures, nous connaissions chaque escalier, ascenseur et couloir. Nous avions l'intention d'éviter la salle à manger et les salles d'exposition pour éviter que nos femmes ne nous repèrent par inadvertance. Barry configura son ordinateur portable et effectua plusieurs tests. Aucun problème ne fut rencontré avec la connectivité Internet ou la messagerie électronique. Nous délibérâmes sur une stratégie pour entrer dans les cabines de nos femmes, mais nous y renonçâmes finalement. Nous nous installâmes dans le même petit kiosque où nous étions assis précédemment lorsque les bus commencèrent leur retour. Le bus en provenance des chutes de Dunness River arriva à l'heure. Barry et moi savourions quelques gorgées de Red Label lorsque Sheila, Greta et leurs compagnons passèrent devant nous. Les chapeaux de paille que nous portions contribuèrent probablement à notre dissimulation partielle. Un guide s'approcha de nous, affichant un large sourire. Son sourire contenait une abondance d'or. Il se montra désireux de nous montrer son travail et parla sans cesse de la qualité de sa prestation jusqu'à ce que Barry lui mette une bière fraîche à la main. L'examen des photos ne prit que quelques secondes. Il y avait plus de démonstrations d'affection que nous ne l'avions prévu. Je lui remis 200 $ et une autre bière pour son chauffeur. Nous attendîmes quelques minutes supplémentaires pour nous assurer que les femmes avaient quitté la zone de débarquement, puis nous retournâmes à notre cabine. Nous anticipions une soirée chargée, mais dans un premier temps, nous devions trouver une méthode pour dîner discrètement. Du balcon, nous pouvions observer l'entrée de la salle à manger principale. Barry et moi nous prélassâmes dans des sièges confortables où nous pouvions observer les passagers faisant la queue pour le dîner. Nous pensions que les femmes préféreraient un repas matinal, leur laissant ainsi plus de temps pour les divertissements du soir, tels que la danse et les spectacles. Bientôt,
les 4 apparurent et rejoignirent la file d'attente. Les couples se promenaient main dans la main. Personne n'aurait deviné qu'ils n'étaient pas mariés. Barry me regarda d'un air interrogateur alors que je me levais et m'approchais du téléphone. 30 secondes plus tard, je revins avec un large sourire. Les couples étaient sur le point d'être placés lorsque nous entendîmes tous une annonce. Attention, Barry Bartle. Veuillez rejoindre votre groupe sur la terrasse. Barry Bartle. L'annonce n'était ni forte ni irritante, mais elle avait suffisamment de volume pour que quiconque se trouvant à proximité l'entende. Greta tourna immédiatement la tête, comme si un haut-parleur invisible s'était adressé directement à elle. Elle s'écarta, permettant au groupe suivant de s'avancer. Sheila et Greta conversèrent avec animation tandis que Clayton et Calvin se tenaient patiemment à proximité. Brusquement, Greta saisit son téléphone portable et activa la numérotation abrégée. Après 30 secondes, elle secoua la tête pour indiquer l'absence de réponse. Sheila récupéra son téléphone et composa le numéro. Les 2 compagnons commencèrent à paraître mal à l'aise lorsque l'appel de Sheila resta sans réponse. Ils entrèrent tous dans la salle à manger. Putain, John, c'était ingénieux. Je donnerais n'importe quoi pour surprendre leur conversation à table, malgré son immaturité probable. Nous nous sommes serrés la main et avons gagné la terrasse Sunset, nos tacos et margarita à la main. 1 heure plus tard, nous étions de retour à la cabine, prêts à entamer nos manigances. Nous avions passé une journée en mer et notre arrivée à Cancun était prévue pour le lendemain matin. Personne ne répondait au téléphone à nos 2 domiciles, et personne n'était au courant de notre départ de la ville. Même si quelqu'un contactait mes parents ou la sœur de Barry, ils n'auraient aucune idée de notre éventuel lieu de séjour. Nous avons téléchargé toutes les photos des chutes de Dunness River sur l'ordinateur portable. Certaines photos les montraient tous les 4 ensemble, tandis que la majorité les présentait comme 2 couples distincts. Sur plusieurs clichés, ils s'embrassaient et se caressaient. Sheila portait un nouveau bikini rouge, et il semblait qu'elle avait rencontré plusieurs incidents vestimentaires en chemin vers les chutes. À chaque fois, elle semblait glousser. Un enregistrement vidéo aurait été idéal, mais nous devions nous contenter de nos ressources existantes. Barry a réalisé un collage d'une douzaine des meilleures images. Sans surprise, Clayton et Calvin étaient présents sur chaque photo. Nous avons chacun choisi une photo préférée, et Barry l'a intégrée à une carte électronique qui proclamait « Vous passez de bons moments ? Dommage que vous ne soyez pas là. » À 9 heures, nous avions envoyé plus de 200 courriers électroniques. J'étais stupéfait de l'étendue de nos amis, de notre famille et de nos relations sociales. Naturellement, tous les employés de leur entreprise ont reçu de nombreuses photos. Il y avait un vent violent et l'endroit était presque désert. Sur le pont supérieur, Barry et moi avons découvert un coin tranquille et abrité et avons chacun consommé 3 cocktails, célébrant notre première journée triomphale. Nous n'avions pas de plan précis pour le lendemain, mais compte tenu de l'efficacité du coup du beeper, nous avons décidé de le reproduire. Nous nous sommes couchés tôt. Le petit déjeuner à bord offrait une abondance de fruits, de sandwichs et de café. Nous nous sommes tenus à distance des salles à manger principales et des espaces publics les plus fréquentés. Nous avons utilisé les escaliers de service au lieu des ascenseurs. Barry et moi nous sommes allongés à l'arrière de la terrasse ensoleillée, savourant un rhum ananas. Depuis la terrasse, nous pouvions observer la piscine principale, où l'activité ne faisait que commencer. Nous terminions notre 2e tournée lorsque Sheila et Greta sont arrivés et se sont installés sur des transats. Clayton et Calvin étaient ostensiblement absents. Nous n'avions aucune idée de notre prochaine action, alors nous nous sommes contentés d'observer. À l'extrémité de la terrasse, un adolescent traînait. Il semblait extrêmement ennuyé, si l'on accepte sa manipulation nerveuse de son téléphone portable. J'ai toujours été stupéfait par la vitesse à laquelle les adolescents peuvent extraire sur ces appareils. J'ai donné un coup de coude à Barry, et nous nous sommes approchés du jeune homme. Comment 2 hommes célibataires abordent-ils un adolescent sur un bateau de croisière sans éveiller les soupçons? Cela s'est avéré extrêmement gênant, mais finalement, nous avons réussi. Il a consenti sans hésiter à nous permettre d'utiliser son téléphone pour $20. Le sein gauche de Sheila est sorti par inadvertance de son bikini alors qu'elle tendait la main vers le téléphone. Barry a ricané en observant ma femme s'efforcer de se dissimuler et de répondre à l'appel. Simultanément. Bien sûr, elle n'a pas reconnu le numéro. Appel en cours. Allô? Salut, Sheila. C'est John. Je m'excuse de ne pas avoir pu répondre au téléphone quand tu as appelé hier soir.
J'ai appelé à la maison 3 fois. John, ton téléphone affiche un numéro de Baltimore. Je suis désolé, j'ai été obligé d'emprunter ce téléphone. Tu sais que je ne peux pas passer d'appel depuis le mien. Tu vas bien, John? Tes parents ne savaient pas où tu étais. Je vais très bien. Je reste simplement occupé. Tu t'amuses bien? Oui, nous passons un moment formidable. C'est dommage que tu n'aies pas pu venir. Très bien, transmets mes amitiés à Greta. Je dois rendre le téléphone à son propriétaire. Oh, avant de te laisser, je voulais simplement dire que tu es magnifique dans ce bikini rouge. Je ne me souviens pas l'avoir vu auparavant. Au revoir. Quoi, John? Barry et moi avons éclaté d'un rire maniaque après que j'ai mis fin à l'appel. Avant de rendre le téléphone à notre bienfaiteur, Barry et moi avons bloqué les appels entrants des numéros de Sheila et de Greta. J'ai présenté au jeune homme $20 supplémentaires et lui ai ordonné de se souvenir qu'il ne nous avait jamais rencontrés. Il a trouvé ça cool et a réadili assenti. Sheila et Greta ont écumé le navire à ma recherche. Sheila s'est enveloppée dans une serviette volumineuse, comme si elle tentait d'éviter d'être repérée. Une manœuvre stupide. Elle a tenté d'appeler le numéro 2 fois de plus, puis a finalement abandonné la tentative. Quelques minutes plus tard, Clayton et Calvin sont apparus. Barry se dirigea directement vers le téléphone de service sur la terrasse ensoleillée. Quelques instants plus tard, il revint vers la rambarde avec un large sourire. Attention, Barry Bartle. Veuillez rejoindre votre groupe sur les terrains de jeux de palais. Barry Bartle, veuillez vous présenter à l'aire de jeux de palais. En entendant l'annonce, l'activité autour de la piscine s'intensifia. Greta et Sheila empoignèrent leurs affaires et se dirigèrent vers le terrain de jeux de palais situé sur le côté bâbord du navire. Clayton et Calvin restèrent simplement là, l'expression du dégoût gravée sur leur visage. Nous observions attentivement nos femmes d'en haut. Elles attendirent environ une demi-heure avant de partir. En regagnant leur cabine, Sheila récupéra son téléphone et initia un appel. À son expression faciale, nous pouvions déduire que les cartes électroniques étaient arrivées à destination. J'ignore l'identité de son interlocuteur, mais c'était sans importance. Tous ceux qui nous connaissaient en tant que couple possédaient désormais des photos de Sheila et Greta avec leurs compagnons. Elles restèrent debout au milieu du pont pendant quelques minutes, les yeux fixés sur l'écran du téléphone de Sheila, puis se précipitèrent vers la cabine. Ce soir-là, Clayton et Calvin dînèrent sans leur compagne. Ils consacrèrent le reste de la nuit à boire au Laguna Terrace Cabaret. Barry et moi restâmes reclus dans un coin éloigné toute la soirée, nous contentant de notre bière et de notre pizza. Nous restâmes inaperçus. Bien que nous ayons envisagé de nous rapprocher pour écouter leur conversation, nous avons finalement renoncé. Nos femmes ne se sont pas montrées, même à minuit. Les deux hommes sortirent du bar passablement éméchés. Plusieurs membres d'équipage durent les aider à regagner leurs cabines respectives. La nature précise de leurs arrangements de couchage nous resta inconnue, mais elle était de peu d'importance. Nous savourions un petit déjeuner composé de fruits frais et de café sur la terrasse ensoleillée tandis que le Diamond Sunset approchait du quai à Canquin. La majorité des passagers s'étaient rassemblés sur le pont Promenade, attendant le début des excursions de la journée. Nous n'avions pas encore déterminé notre propre plan d'action. Tenter de suivre deux couples à terre semblait quelque peu imprudent. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Sheila et Greta furent parmi les premières à débarquer du navire, portant leurs bagages. Elles ne participaient à aucune des excursions d'une journée. Au lieu de cela, elles quittèrent le pont, débarquèrent du navire et partirent pendant que d'autres touristes montaient à bord des bus d'excursion en attente. Sheila et Greta montèrent dans un taxi qui démarra aussitôt. Barry et moi avions cruellement besoin d'une autre conversation. Nous n'avions pas anticipé un tel revirement de situation. À un moment donné, nous nous étions même attendus à ce que nos femmes cherchent à nous contacter. Compte tenu de la taille relativement modeste du navire, leur incapacité à le faire suggérait un évitement délibéré. Clayton et Calvin avaient également quitté le navire, montant à bord de l'un des bus touristiques. Nous ne pouvions pas discerner s'ils étaient perturbés par la situation. Nous prîmes un agréable déjeuner dans la salle à manger peu fréquentée. Le navire devait faire une escale supplémentaire, les îles Caïmans, avant son voyage de retour. Nous devions commencer à planifier le voyage. Peut-être plus tard. Nous savourâmes un repas facile et sans hâte. Avec la plupart des passagers à terre, le départ de Sheila et Greta rendait la situation largement insignifiante.
L'atmosphère était devenue sensiblement plus calme et plus agréable. Le navire appareillerait de Canquin ce soir-là, arrivant au Caïman le lendemain après-midi. Cette nuit serait une occasion idéale pour une discussion franche avec Clayton et Calvin. Barry et moi restions incertains quant à ce que nous allions dire. L'attribution des places était en vigueur dans la salle à manger officielle. Comme on pouvait s'y attendre, nos femmes et leurs compagnons occupaient une table pour 4, désormais avec 2 sièges vacants. Barry et moi attendîmes que Clayton et Calvin soient installés, puis nous approchâmes et occupâmes les places vides. Personne n'intervint ni ne contesta nos actions. Il était temps de faire les présentations. Bonsoir, messieurs, commençai-je. Je présume que vous connaissez tous les deux nos identités. Est-ce correct? Calvin offrit un bref signe de tête à Barry et à moi, tandis que Clayton se contenta de jeter un regard furieux dans notre direction. Ses yeux passaient de l'un à l'autre alors qu'il se penchait en avant. Il était évident qu'ils n'étaient pas contents de nous voir. Leurs réactions divergeaient considérablement. Calvin semblait effrayé et incertain, alors que Clayton était simplement enragé. « Messieurs, continuai-je, Monsieur Bartle et moi ne nous joindrons pas à vous pour le dîner. Il reste 3 jours sur cette croisière, et nous souhaitions simplement vous conseiller de faire preuve d'une extrême prudence. » J'entendis un rire étouffé de Barry, mais je m'abstins de me tourner vers lui. Calvin me regardait avec curiosité, tandis que Clayton semblait encore plus agité. N'oubliez pas que 222 personnes tombent à la mer chaque année lors de croisières de plaisance, et que la plupart ne sont jamais revues. Je fis une pause de plusieurs secondes pour laisser l'affirmation faire son effet. Alors, Barry et moi nous sommes levés et avons quitté la salle à manger. Nous avons entendu Calvin marmonner quelque chose, mais nous n'avons pas réussi à déchiffrer ses paroles. Nous avons tous les deux opté pour des tacos et de la bière pour le dîner. Nous avons évité la terrasse à cause du vent persistant, mais la vue depuis les baies vitrées du salon au coucher du soleil était magnifique. Eh bien, John, remarqua Barry, c'était brillant. Je ne suis pas certain de ce que tu attendais, mais tu as certainement capté leur attention. Je ne suis pas sûr non plus, ai-je répondu. Attendons demain et observons ce qui se passe. Eh bien, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu. Messieurs, je suis Monsieur Sorensen. Pourrais-je vous accorder un instant, s'il vous plaît? Barry et moi avons tourné nos chaises pour faire face à un grand membre d'équipage à l'air nordique qui s'adressait à nous. 2 autres membres d'équipage se tenaient silencieusement à l'écart. J'ai jeté un coup d'œil à Barry. Nous avons échangé des sourires, puis nous avons fait un signe de tête à cette figure d'autorité. Ai-je l'honneur de m'adresser à Monsieur Jones et Monsieur Moore, ou à Monsieur Bartle et Monsieur Connor? Bartle et Connor, ai-je répondu. Il semblait inutile de dissimuler nos identités. Plusieurs de nos passagers ont signalé que vous aviez menacé de les jeter par-dessus bord. Avez-vous une explication à cela? Oh, non, nous ne les avons pas menacés. Nous nous contentions de citer des statistiques d'accidents maritimes. En fait, nous leur conseillions d'être prudents. C'était une menace à peine voilée, et vous le savez tous les deux. Pourquoi ferions-nous cela? L'imposant Suédois, ou quelle que soit sa nationalité, fit un geste vers la section tranquille du salon, et nous nous sommes tous déplacés dans cette direction. Messieurs, avez-vous menacé Monsieur Bostic et Monsieur Manquet? Barry et moi avons échangé un regard et avons semblé parvenir à un accord mutuel. Bien que nous ne l'ayons pas formulé comme une menace directe, nous avons parlé avec cette intention. Y avait-il une raison à cette menace? Bien sûr, il y en avait une. En fait, vous étiez en partie responsable de cette raison. À l'expression de son visage, j'ai compris qu'il attendait une explication plus détaillée. Monsieur Sorenson, Nordic Cruise Lines a réservé des cabines pour ces 2 messieurs à côté de celles de nos épouses. Monsieur Bostic a passé la semaine avec Madame Bartle, et Monsieur Manque a partagé une cabine avec ma femme. Il semble que Nordic Cruise Lines organise une sorte de croisière sexuelle en haute mer. Vous vous adressez à des femmes mariées qui souhaitent passer du temps avec leurs amants. Je suis sûr que vous êtes légalement protégés contre toute responsabilité, mais pour moi, cela semble et sonne comme une chose méprisable. Monsieur Connor, je comprends votre mécontentement face au comportement de vos épouses, mais je ne crois pas que la compagnie de croisière encourage ou cautionne de telles actions. Nous sommes orientés vers la famille et avons l'intention de le rester. Ni Barry ni moi n'avons offert de réponse. Oh, nous avions beaucoup à dire, mais à ce moment-là, le silence semblait la voie la plus sage. Nous nous sommes tous les deux adossés à nos chaises et avons souri. Sorenson semblait légèrement décontenancé, mais il a conservé son sang-froid.
Je crains que nous ne devions signaler cela aux autorités. Elles auront probablement des questions à vous poser. Quelles autorités? Nous sommes dans les eaux internationales. Vous êtes les autorités ici, n'est-ce pas, Monsieur Connor? Monsieur Bartle, j'aimerais que vous évitiez tout contact avec Monsieur Manquet et Monsieur Bostic pour le reste de la croisière. Pouvez-vous me donner l'assurance que vous ne causerez aucun problème jusqu'à notre arrivée à Miami? Barry et moi avons souri et hoché la tête. Tout le groupe s'est dispersé, nous laissant seuls. Nous avons passé le reste de la soirée dans notre cabine, envoyant des courriels à tous les organes de presse peu recommandables du district. Nous avons embelli et carrément inventé de nombreux détails, mais nous avons pensé que si même un ou deux y prêtaient attention, nous serions justifiés. Nous avons même publié quelques photos, bien que nous sachions qu'elles ne devraient pas être publiées. Le lendemain matin, nous avons pris un copieux petit déjeuner dans la salle à manger. Clayton et Calvin n'ont pas fait leur apparition. Plus tard, en passant devant leur cabine, nous avons observé des assiettes de petit déjeuner laissées devant leur porte. Lorsque le navire a accosté à Grand Cayman, nous avons regardé Calvin descendre la passerelle avec ses bagages. Le vieux Calvin abandonnait le navire. Il laissa son copain seul avec nous. Barry et moi avons décidé de passer la journée à terre. Il n'y avait pas grand-chose pour nous occuper, mais nous avons réussi à nager avec des raimentas. C'était agréable, mais je pensais constamment à ce foutu chasseur de crocodiles. C'était la seule activité de tout le voyage qui n'était pas motivée par la vengeance. Ce soir-là, nous avons pris part à nouveau à un dîner complet. Clayton était introuvable. Il a peut-être débarqué après nous, mais j'en doutais sérieusement. Barry a reçu plus de 30 réponses par courriel à la carte électronique que nous avions envoyée. La plupart étaient humoristiques, mais certaines étaient sérieuses ou nous accusaient d'un acte méprisable. Nous étions heureux de constater que nous avions atteint notre public cible. Les amis et les connaissances ont trouvé cela amusant, mais les réponses de la famille nous ont fait réfléchir. Il n'y avait aucun message de Sheila ou Greta. Nous devions rentrer chez nous le lendemain, nous nous sommes donc assurés que les 2 téléphones cellulaires étaient complètement chargés avant de nous coucher. Nous avons distribué 32 communiqués de presse, même si nous n'avions pas vraiment compris ce qu'impliquait un communiqué de presse, ni comment il fallait l'écrire ou le diffuser. Nous nous étions assurés d'en envoyer un à Piccolo World Tour, qui détenait la franchise de l'agence Good Time Travel. Nous avions quelque peu exagéré en accusant Nancy Rayburn d'organiser des voyages spécifiquement pour que des femmes au foyer mariées profitent d'escapades romantiques avec leurs amants. Notre version présentait les choses bien pires qu'elles ne l'étaient en réalité. Mais bon sang, nous essayions de faire valoir notre point de vue. Et nous pensions qu'elle le méritait. D'autres s'en sont pris aux journaux et aux émissions de télévision. Nous espérions recevoir une forme de réponse. La journée avait été productive et nous avons dormi profondément. Le lendemain matin, nous avons savouré un petit déjeuner décontracté sur la terrasse Lido. Après avoir terminé, Barry a activé son téléphone portable. Il avait 6 appels manqués, tous de sa sœur. Je n'en avais qu'un de mon père. Nous nous sommes séparés et avons passé notre premier appel depuis notre départ de la ville. Papa, c'est John. Je vois que tu as essayé d'appeler. Que se passe-t-il? Eh bien, mon fils, je suppose que tu en sais plus que moi à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que Sheila est venue mercredi et a emmené les garçons avec elle. Je sais que tu m'as demandé de ne pas les lui confier, mais je n'ai pas pu l'en empêcher. Plus tard, je suis passé à la maison, mais elle n'était pas là. Comme la porte d'entrée n'était pas verrouillée, je suis entré et j'ai regardé autour de moi. La plupart de ses vêtements et des vêtements des enfants ont disparu. On dirait qu'elle était pressée. A-t-elle dit où elle allait? Jason a un peu râlé de devoir partir. Et je l'ai entendu mentionner Nobel Grove. Cela semblait le réjouir. La sœur de Sheila, Loretta, vit à Mount Carmel. C'est probablement là qu'elle est allée. Je vais voir si je peux trouver son numéro et l'appeler. John, nous avons reçu la carte postale avec les photos. Pourrais-tu nous dire ce qui se passe, bon sang? Je pense que c'est assez clair, papa. Sheila a décidé de partir en croisière avec un homme avec qui elle travaille. Elle m'a laissé à la maison pour m'occuper des enfants pendant qu'elle profitait de la compagnie d'un autre homme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon fils? As-tu verrouillé la maison? Oui. C'est tout ce que je pouvais demander. Barry et moi n'avions pas prévu de rentrer immédiatement à la maison. Mais maintenant, tout semblait différent. Je m'attendais à ce que Sheila reste à la maison avec les enfants.
Son départ dépasse ma compréhension. Quelle ligne de conduite comptes-tu adopter? Je reste incertain, mais je prévois notre retour dans un jour ou deux. Je te tiendrai informé entre-temps. Merci pour ton appel, père. J'ai procédé à remplir à nouveau mon café tandis que Barry continuait sa conversation. Son visage était loin d'être joyeux. Nous avions tous deux supposé que nos épouses respectives retourneraient s'occuper des enfants. De plus, nous envisagions une séparation durant plusieurs mois pendant que nous délibérions sur nos prochaines étapes. Nous avions prévu de chercher du travail aux environs de Pensacola. Barry est revenu l'air abattu. Il a pris un sandwich au buffet et s'est effondré dans le transat à côté du mien. Putain, mec, tu as l'air aussi déprimé que je me sens. Mon compagnon a esquissé un faible sourire et a marmonné, elle s'est enfuie, John. Greta s'est enfuie et a laissé les enfants à ma sœur. Quoi? Elle a abandonné les enfants? Qu'a-t-elle dit? Selon Beth, très peu de choses. Elle a exprimé sa gratitude à Beth pour la garde des enfants et a conversé avec les filles pendant quelques instants. Beth a mentionné que sa voiture était pleine de vêtements. Je ne comprends pas comment elle a su que j'avais laissé les enfants là-bas. À son départ, elle était seule. Et la maison? Ai-je demandé. Le mari de Beth a déclaré que la maison était vide. Les meubles et autres biens étaient toujours à l'intérieur, mais Greta n'y vivait plus. Il n'est pas entré dans la maison, mais je suppose que tous ses vêtements ont disparu. Eh bien, les événements se sont déroulés contrairement à mes attentes également. Sheila a découvert que les garçons résidaient chez mes parents et les a récupérés. Je suppose qu'elle s'est rendue chez sa sœur à Mount Carmel, bien que je n'en sois pas certain. Elle a emporté tous ses vêtements et ceux des garçons. Il semble que ma demeure soit également désolée. Pendant plusieurs instants, nous sommes restés silencieux. Barry m'a regardé et a soupiré. Je reconnais que c'est prématuré, mais j'ai besoin d'une bière. Nous avons passé le reste de la croisière au bar, à consommer plus d'alcool que d'habitude. Nous sommes montés à la rambarde du quai alors que le navire accostait et avons observé des passagers fatigués débarquer en direction de leur foyer. Nous n'avons pas assisté au départ de Clayton, en raison de la foule dense, mais notre sympathique barman nous a informé que la salle d'arrivée était fermée. Par conséquent, nous sommes descendus à notre cabine et avons découvert toutes nos affaires emballées dans le couloir. Nous avons été informés que les autorités allaient nous rencontrer pour aborder notre conduite menaçante. Nous ignorions à quelles autorités ils faisaient allusion, mais cela s'est avéré sans importance. Personne ne nous a escortés hors du navire, et personne n'attendait notre arrivée. C'était, pour le dire avec euphémisme, un anticlimax. Non pas que j'ai ressenti de la déception. Nous avions espéré une certaine attention médiatique, mais elle ne s'est jamais concrétisée. Barry et moi avons obtenu les 2 dernières places dans une navette. Des billets allés simples pour rentrer à la maison, réservés à la dernière minute, se sont avérés d'un prix exorbitant, mais nous n'y voyons aucune alternative. Nous avons très peu conversé pendant le voyage de retour. Rien ne s'était déroulé comme prévu, et nous étions tous les deux quelque peu abattus. Barry avait conservé la garde des enfants, mais n'avait plus de femme. Je ne possédais ni enfant, ni femme. Retourner dans une demeure vide s'est avéré désagréable. Aucune note ou message de Sheila n'était présent dans la maison ou sur les téléphones. J'ai contacté son lieu de travail et appris qu'elle avait cessé de travailler chez International Campbell. Je n'en étais pas certain, mais je présumais que Greta, Clayton et Calvin avaient également mis fin à leur association avec l'entreprise. J'ai consacré le reste de cette première journée à ranger la maison et à me débarrasser des affaires de Sheila, soit des objets qu'elle avait oubliés, soit ceux dont elle n'avait manifestement plus besoin. Barry a vécu une expérience similaire. Il n'avait eu qu'à reproduire la brève visite de Greta pour dire au revoir à ses filles. Beth a révélé que Greta avait pleuré en quittant la maison. L'accès à nos cartes de crédit et à nos fonds avait été révoqué pour nous deux. Greta avait la maturité nécessaire pour se débrouiller seule, mais Sheila avait Todd et Jason. Je devais élaborer une stratégie pour subvenir à leurs besoins. J'étais peiné par sa décision d'emmener les garçons, mais je devais reconnaître son statut de mère et son instinct inhérent de prendre soin d'eux et de les protéger. De toute évidence, Greta n'avait pas suffisamment confiance en elle pour assumer cette responsabilité. La situation semblait désespérée, du moins en ce qui concernait les enfants. Barry et ses filles ont déménagé dans sa résidence, et les choses ont semblé se stabiliser pour eux, comme on pouvait s'y attendre. Beth s'occupait des filles pendant que Barry était au travail et aidait aux tâches ménagères du mieux qu'elle pouvait. Mon existence a subi une transformation complète.
Il ne restait plus qu'à regarder la télévision et à réchauffer des plats au micro-ondes. J'ai commencé à me renseigner et j'ai constaté que Calvin Bostic avait quitté la ville immédiatement après son licenciement. Clayton avait également été renvoyé. Personne ne connaissait son emploi ou sa résidence ultérieure. J'ai contacté la sœur de Sheila, Loretta, pour savoir où se trouvaient les enfants, mais en vain. Loretta a affirmé que Sheila avait résidé chez elle une nuit et était ensuite repartie sans dévoiler sa destination. Je ne la croyais pas tout à fait, mais je devais accepter sa version jusqu'à ce que je puisse établir le contraire. Étonnamment, Barry et moi semblions nous éloigner progressivement. Il possédait sa famille, ou du moins une partie de celle-ci, tandis que je ne possédais rien. J'ai essayé de passer du temps avec lui et les filles, mais cela ne m'apportait jamais de satisfaction. Au début de la nouvelle année scolaire, j'ai rendu visite au bureau de l'administration de l'ancienne école des garçons. J'ai exprimé mon désir de m'assurer que les dossiers de Todd et Jason soient correctement transférés. Une jeune femme très serviable m'a assuré que les dossiers avaient été envoyés à l'école élémentaire North Shalkill à Frackville 2 semaines auparavant. Elle semblait fière de posséder cette information aussi facilement, et je lui ai exprimé ma gratitude chaleureusement. Il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour localiser le nouveau numéro de téléphone portable que Sheila utilisait. J'ai dû le composer 3 fois avant qu'elle ne réponde finalement. L'identification de l'appelant est une fonctionnalité utile, à moins qu'on ne l'utilise pour éviter la communication. J'ai essayé de maintenir la conversation brève. Je lui ai demandé de me rencontrer à l'aire de restauration du centre commercial. J'ai attendu plus de 30 minutes avant son arrivée. C'était notre premier contact depuis son escapade romantique, et j'ai résolu de m'abstenir d'en faire mention. Une grande tasse de café était posée devant moi, mais elle était devenue tiède au moment où elle s'est assise. Ni l'un ni l'autre n'avons parlé ou échangé de salutations. Finalement, je me suis senti obligé d'entamer la conversation. Je veux que tu ramènes les garçons à la maison. Sheila s'est agitée sur le siège en plastique rigide du centre commercial. Elle n'avait pas pris de boisson avant de s'approcher de la table, laissant ses mains inoccupées. Est-ce que nous serons tous les 4 ensemble? Nous tous? Non, seulement toi et les garçons. Je cherche un petit appartement à proximité. Cela permettra à Todd et Jason de mieux connaître et de faciliter leur séjour dans cette maison. Ils pourront reprendre leur ancienne école, et je pourrai les voir régulièrement. Je n'ai pas les moyens de vivre dans cette maison. Je couvrirai le loyer et les charges. Je te fournirai des fonds pour la nourriture et les autres besoins du foyer. De plus, j'assumerai la responsabilité des vêtements des garçons et de leurs frais de scolarité. Et moi? Tu es une adulte, Sheila. Je crois que tu es capable de subvenir à tes propres besoins. Je serai obligé de travailler. Organise ton emploi du temps de manière à ce qu'il coïncide avec les heures d'école des garçons ou avec les soirées, ce qui me permettra de m'occuper d'eux. Je suis persuadé que tu peux t'arranger. C'était un moment doux amer pour elle. Je reste incertain quant à ses attentes ou à sa volonté d'accepter la proposition. Son regard semblait errer dans le centre commercial tandis que son esprit s'emballait. De son point de vue, l'offre présentait à la fois des avantages et des inconvénients. Très bien, je le ferai pour les garçons. Tu as raison. Ce serait plus bénéfique pour eux. Quand souhaites-tu que cela se produise? Je reviendrai d'ici quelques jours, et tu pourras emménager quand cela t'arrangera. C'est ainsi que l'arrangement fut conclu. L'intégralité de la conversation a duré moins longtemps que je n'en avais passé à l'attendre, assis sur cette chaise horriblement inconfortable. Nous sommes restés tous les deux silencieux pendant quelques instants. John, y a-t-il autre chose dont tu souhaites discuter? C'était le signal pour que je parte. Je me suis levé immédiatement et j'ai posé ma tasse en carton vide sur la table. Non, je n'en suis pas certain, mais il me semble avoir aperçu une larme dans ses yeux avant de quitter le centre commercial. En me retournant, elle était toujours assise. Les 6 mois qui suivirent se déroulèrent sans incident. Sheila a trouvé un emploi qui lui permettait de travailler pendant les heures d'école des garçons. Le week-end, il vivait chez moi, tandis que pendant la semaine, il restait avec elle. Barry a reçu ses papiers de divorce de Greta, ou quel que soit le terme, expédiés du Nevada. Ses filles vivaient avec lui, et les choses semblaient sous contrôle. Je crois que sa sœur et sa mère lui apportaient leur aide. Le travail progressait bien mieux que je ne l'avais prévu. Malheureusement, une promotion au sein de l'entreprise aurait nécessité un déménagement. Compte tenu des circonstances actuelles, je n'étais pas disposé à envisager un tel changement. Noël approchait à grands pas quand tout s'est effondré.
Je revenais de déjeuner quand j'ai rencontré Todd et Jason qui m'attendaient dans mon bureau. Que se passe-t-il? Pourquoi n'êtes-vous pas à l'école? Le chauffage est tombé en panne. Ils nous ont tous renvoyés. Jason gardait les yeux fixés sur le sol pendant que Todd parlait. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Au début, nous sommes rentrés à la maison. Ensuite, nous avons décidé de venir ici. La clé était cachée sous le paillasson. Vous auriez pu entrer à tout moment. Ils fixaient tous les deux le sol. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous me cachez? Jason se décida à parler. Il parlait rapidement et semblait légèrement bégayer. En arrivant à la maison, maman avait laissé la porte de sa chambre entr'ouverte. Elle était à l'intérieur avec cet homme, Clayton. Il était dans la maison? Dans la chambre? Oui. Ils avaient une relation sexuelle. Papa. Je me suis assis et suis resté silencieux. Que pouvais-je dire? Comment effacer cette image de leur mémoire? Jason m'a tendu son téléphone portable. Voilà. J'ai examiné les photos. Il n'a fallu que quelques secondes pour confirmer la véracité de leur récit. Todd a semblé désireux d'ajouter que Clayton fréquentait leur domicile à plusieurs reprises et que Sheila leur avait ordonné de ne révéler sa présence à personne. Elle leur a dit que si je me mettais en colère, ils seraient tous obligés de retourner à Frackville. Nous avons conversé pendant plusieurs minutes de plus et avons décidé que les garçons devraient emménager chez moi. Je leur ai remis les clés de l'appartement et les ai renvoyés chez eux. Par la suite, je me suis rendu aux ressources humaines. Minot, dans le Dakota du Nord, n'était pas exactement une destination de vacances, mais ils avaient un poste à pourvoir immédiatement, et j'étais désormais libre de mes mouvements. J'ai consacré plusieurs heures à régler des questions financières, puis je suis rentré chez moi. Sheila devait être au travail, car la maison était vide. Le lit n'était pas fait, et je présumais qu'elle reviendrait déjeuner. J'ignorais que Clayton était toujours dans les parages. Je venais de finir de charger les dernières affaires des garçons dans la voiture quand elle est entrée par la porte d'entrée. « John, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-elle exigé. Je croyais que nous avions un accord. Où emmènes-tu toutes nos affaires? Nos accords sont nuls et non avenus. Sheila, répondit-il, les garçons et moi partons. Tu peux crier jusqu'à ce que tu sois aphone, cela ne changera rien à la situation. Je les emmène. Tu ne peux pas m'enlever mes fils, John, rétorqua-t-elle. Je ne le permettrai pas. Le tribunal n'autorisera jamais une telle chose. Je les emmène, affirma-t-il fermement. Si tu veux qu'ils reviennent, porte l'affaire devant les tribunaux et explique tout. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-elle, les mains posées avec défi sur ses hanches, un sourire provocateur ornant son visage. Il posa le dernier sac sur le sol et se tourna vers sa femme. Quel chef-d'œuvre culinaire as-tu préparé pour le déjeuner aujourd'hui, ma chère? Demanda-t-il. Qu'est-ce que ça vient faire là? Rétorqua-t-elle. Pourquoi diable voudrais-tu savoir ce que j'ai préparé pour le déjeuner? Cela ne te regarde absolument pas. Elle était visiblement furieuse. Tu sais que le système de chauffage de l'école est tombé en panne aujourd'hui. De quoi est-ce que tu bafouilles? Demanda-t-il. La chaudière de l'école a cessé de fonctionner ce matin, expliqua-t-elle. Ils ont renvoyé tous les enfants chez eux à l'heure du déjeuner. Je te le demande à nouveau, mon chéri, qu'as-tu fait à déjeuner aujourd'hui? Toute la bravade s'évanouit de son visage alors qu'elle s'effondrait sur le canapé du salon. Elle resta silencieuse, simplement assise là. Il ramassa le dernier sac, mais s'arrêta sur le seuil de la porte avant de partir. Jason a acquis des photographies, déclara-t-il. J'espère que Clayton a une assurance santé complète. Il va en avoir besoin. La dernière fois, je l'ai laissé s'échapper. Cette fois, il devra payer l'addition. Elle ne pleura pas, elle ne s'évanouit pas non plus. Elle restait simplement assise, l'ombre d'elle-même. Il prit soin de ne pas claquer la porte, car il ne voulait pas aggraver la situation. Ils achetèrent une petite caravane, et à la fin de la semaine, tout était emballé. Il se rendit à la résidence de Clayton Mank, mais le propriétaire l'informa qu'il était parti la veille et n'avait pas laissé d'adresse de suivi. Il décida que Clayton serait un projet pour une autre fois. Il apprit que Sheila avait contacté un avocat concernant la garde des garçons, mais elle n'avait jamais tenté de le contacter directement à ce sujet. Ils s'installèrent rapidement dans leur nouvelle maison, et les garçons semblaient s'y plaire. Pour une raison inexplicable, leur mère ne semblait jamais leur manquer.
Seulement 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait reçu les papiers du divorce de Carson City, dans le Nevada. Elle ne demanda rien, et il n'offrit rien. Cela l'avait toujours troublé qu'elle ne se soit pas battue plus farouchement pour la garde de ses fils. Il y pense souvent, mais il n'en parle jamais à voix haute. Il croit sincèrement qu'il est essentiel pour les garçons d'avoir une figure maternelle dans leur vie. La semaine prochaine, il va commencer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cela devienne une réalité. Todd et Jason ont tous deux accepté de l'aider dans cette entreprise.